Comment on fait pour développer pour des millions d'utilisateurs? Et vous allez voir, ça change quand même relativement pas mal de choses, que ce soit sur les parties de développement, mais aussi sur tous les process qui seront autour, sur de la qualité de code, sur du déploiement, même sur du support et des retours de feedback. Si vous voulez, si vous avez des questions et que vous n'osez pas à la fin, mais surtout n'hésitez pas à la fin, on est entre nous, il y a mon Twitter, ou si vous avez des questions qui reviennent après, n'hésitez pas. Je me présente rapidement, je suis Vincent Cassé, je suis responsable technique sur les hébergements web, mais je suis avant tout développeur, et il me reste une grosse partie de développement. Et vous allez vous poser rapidement la question, est-ce que tu as développé pour des millions d'utilisateurs? Alors je ne vais pas vous dire oui, parce qu'il faudrait que vous me croyiez sur parole, donc je vais vous le prouver un peu. Quand j'ai commencé chez OVH, en fait, j'ai commencé sur Ubique. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, c'est un système de gestion de fichiers en ligne qui aujourd'hui n'est plus ouvert aux inscriptions, mais j'ai commencé sur cette partie-là, sur l'application web en développeur full stack, et j'ai très rapidement appris sur le tas ce que c'était d'avoir des millions d'utilisateurs, puisqu'on a plus d'1 million d'utilisateurs sur Ubique, qui ont un usage pour certains très intensif du produit, et donc on apprend très rapidement lorsqu'on sort d'école, ok, c'est quoi gérer des millions d'utilisateurs. Et depuis plus de 5 ans, je travaille sur les hébergements web, ce qu'on appelle le mutu historiquement, en fait toute l'infrastructure qui héberge des hébergements web, qui héberge des sites de personnes. Et là, sur cette infrastructure, on héberge 5 millions de sites web différents. Donc au quotidien, on brasse quelques millions. Ce dont on ne va pas parler ce soir, c'est de comment on atteint des millions d'utilisateurs. Déjà parce que je ne sais pas comment on fait. Je ne l'ai jamais fait. Je suis toujours arrivé sur Ubique, on avait déjà 500 000 utilisateurs. Je suis arrivé sur les hébergements web, on avait déjà plus d'1 million de comptes. Je ne sais pas. Je n'ai pas appris à monter un produit vers des millions d'utilisateurs. C'est une pratique qui s'appelle le gros hacking. J'ai rapidement regardé quelques présentations, mais je ne suis absolument pas légitime pour vous en parler. Donc ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est comment on fait avec une base déjà existante de millions d'utilisateurs et comment on gère au quotidien avec ça. Pour vous expliquer ça, il faut d'abord que je vous donne un peu de contexte et qu'on parle un peu de statistiques. Alors ne vous inquiétez pas, ça va être un niveau très très bas de stats, c'est de l'application de statistiques. C'est les pourcentages de chances de tomber sur un problème par rapport au nombre d'utilisateurs. Alors ça va être très basique, hein. Si vous avez quelque chose auquel vous dites, bon ça n'arrive pas souvent, c'est pas très grave, 1% de chance qu'on tombe dessus, bah, si vous avez un utilisateur, c'est facile, il a une chance sur 100 de tomber dessus. Si vous en avez 10, c'est encore aussi simple, il a une chance sur 10. Déjà, c'est un peu plus courant. 1%, bon, ça arrive. Si on passe à l'échelle au-dessus, jusqu'à 1000 utilisateurs, bah, vous aurez 10 utilisateurs qui vont avoir ce problème-là. Ok. 10 utilisateurs, ça se gère. Si vous avez un support, les personnes vont appeler ou envoyer des mails, ça se gère relativement bien. Bon, je vous laisse imaginer quand on tape à l'échelle au-dessus, vers le million. Ah non, j'ai cru qu'on avait avancé trop vite. 10 000 utilisateurs qui ont un problème et qui appellent le support, vous avez intérêt à avoir des sacrées équipes. Et là, le bâtiment n'est pas assez grand pour avoir des gens qui répondent au support. 10 000 personnes qui appellent le lundi matin à 7h30, ça va vous remplir vos files d'attente et les premiers vont avoir les appels, mais les 9 990 autres vont attendre un sacré bout de temps et risquent d'être assez déçus. Bon ok, mais si on fait du code de qualité, 1% de chance, c'est pas quelque chose sur lequel on tape. Si on descend un petit peu plus, 0,1% de chance, bon déjà quelque chose qui arrive un peu plus probablement, on a toujours 1000. Mais alors je me suis posé une question, c'est la maxime, ça n'arrivera pas, je ne le gère pas, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Quelle est la probabilité que ça arrive? Je l'ai défini de manière totalement empirique à 0,01%. Ok, un problème réseau, ça n'arrivera pas, je n'ai pas besoin de le gérer. 0,01%, pour un utilisateur, c'est une chance sur 100 000. Ne le gérez pas. Si vous avez une chance sur 100 000 que ça tombe pour cet utilisateur-là, que vous avez vraiment qu'un utilisateur, vous ne vous prenez pas la tête. Par contre, sur 1 million d'utilisateurs, vous aurez 10 personnes qui vont avoir le problème. Alors ça, cette probabilité-là, c'est ce qu'on appelle du risque. Vous avez un risque de 0,01% et ce risque corrélé à votre nombre d'utilisateurs fait que vous avez 10 personnes qui vont être touchées à ça. Et donc vous avez ce niveau de risque, qui est votre pourcentage là, qui va être énormément augmenté dès que vous allez avoir des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Et donc en gros, un risque très très faible en temps normal, 0,01%, va devenir quelque chose
de suffisamment important pour le traiter lorsque vous allez avoir 1 million d'utilisateurs. Et puis je n'ai pas tapé sur des dizaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs. Facebook sera à une échelle beaucoup plus haute que ça. Le risque, c'est très bien, mais derrière, si vous avez juste un bug d'affichage, ok, 10 utilisateurs ou 10 000 utilisateurs qui ont un petit bug d'affichage qui n'empêche pas l'usage du produit, c'est pas top comme expérience, mais ça va encore. Donc ça, il faut le corréler à une deuxième métrique qui est l'impact. Et l'impact, il va se voir en fonction de l'usage de votre produit. Et surtout de l'usage fait par votre client. L'exemple le plus simple pour moi, c'est les hébergements web. On stocke le code de nos clients qui permet, pour nos clients, parfois d'avoir un site e-commerce en ligne et d'avoir leur activité en ligne, voire d'avoir des salariés qui se basent là-dessus. Si le site est par terre, nous, l'impact, c'est que notre client n'est pas content, mais le client, son impact, c'est qu'il n'a pas de chiffre d'affaires. Donc forcément, on corrèle l'impact en fonction de ce qui va se passer. On le corrèle aussi par rapport au temps de reprise sur activité. Vous avez une infrastructure qui tombe par terre, vous la redémarrez, ça redémarre aussitôt, vous avez un temps de reprise sur activité qui va être relativement rapide, une panne beaucoup plus courte. Ça, c'est facile. Si vous avez une infrastructure qui est tombée par terre et qui a corrompu des données, ça va être tout de suite beaucoup plus difficile, parce que vous allez devoir la redémarrer et gérer les données corrompues. Et alors, je vous laisse imaginer sur une infrastructure dont on ne maîtrise pas les données, puisqu'on héberge le code de nos clients qui stockent leurs propres données, et que vous avez des millions d'utilisateurs. Si vous avez un problème majeur sur toute votre infrastructure, vous êtes dans un cas catastrophique. Le dernier point, lorsqu'on a des infrastructures complexes, c'est pas toujours évident de diagnostiquer l'origine d'un problème. Vous pouvez avoir plein de causes, du réseau, des problématiques logicielles, n'importe quoi. Et le temps de diagnostic peut avoir un impact assez important sur le temps de panne. Si vous voulez, il y a de la place devant, encore, ou sur les côtés. Et ça rentre en compte dans l'impact, puisque plus la panne va être longue, plus l'impact va être fort. Quelques exemples sur notre usage chez nous. Quelque chose qui va peut-être vous paraître bizarre, mais pour nous, une panne d'API chez nous, c'est plutôt un impact faible. Si notre API OVH est par terre, l'utilisateur de l'hébergement web ne pourra pas créer une base de données, ne pourra pas résilier son service s'il a envie de résilier, ne pourra pas aller voir si tout fonctionne correctement. Quand on le corrèle au risque, si on a 10 000 utilisateurs qui ont ce bug-là, forcément, ça va poser un souci fort. Mais l'impact en tant que tel est faible. On n'impacte pas le produit en entier, le site continue de fonctionner, et on n'impacte pas le client, il continue à faire du chiffre d'affaires. Donc un impact plus fort serait tout de suite une panne de l'infrastructure web. Les sites des clients ne fonctionnent plus, les clients ne peuvent plus faire de chiffre d'affaires, là c'est beaucoup plus fort comme impact. Et je ne donne même pas le niveau catastrophique où on aurait une panne qui altère les données de nos clients, où là, pour remettre en service, on aurait un temps de reprise sur activité qui serait excessivement long, sans compter les images de marque et compagnie. Et donc ça, l'impact et le risque, il faut les corréler tous les deux. C'est deux facteurs qu'il faut prendre en compte pour avoir un niveau de criticité. Et cette matrice-là, alors même si on ne fait pas tous les jours une matrice de risque où on essaye de regarder le niveau, il faut l'avoir en tête à chaque fois qu'on fait un développement, à chaque fois qu'on veut sortir une nouvelle fonctionnalité, à chaque fois qu'on prépare une migration pour améliorer l'infrastructure. Il faut avoir ça en tête pour minimiser le niveau de criticité. Donc soit on va minimiser le risque, on va réduire le nombre de personnes potentiellement impactées, soit on va minimiser l'impact, quelque chose qui potentiellement pourrait casser des sites de clients, on va faire en sorte que ça ne le casse pas. Et ça, il faut l'avoir en tête lorsqu'on a des millions d'utilisateurs. Cette matrice-là, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête parce que le niveau de criticité, il est très rapidement très très haut. Chez nous, ça s'est traduit par une maxime qu'on répète assez souvent, c'est que si ça passe sur les mutus, sur les hébergements web, en fait, c'est bon pour la prod. Pour la petite anecdote, il y a 3 ans maintenant, on a changé notre système de load balancing. On avait un système de load balancing propriétaire, et puis chez nous, on a créé ce qu'on appelle les IP load balancing, que vous pouvez prendre en tant que client. Et à l'époque, c'était en bêta. On a décidé de les passer sur les hébergements web pour les éprouver. Il a fallu 6 mois aux équipes pour arriver à gérer tous les cas. Le cas le plus marrant avec du recul, c'est des PrestaShop 1.4 qui avaient un bug dans la gestion des cookies et qui concaténaient les cookies au fur et à mesure des visites des pages. Et on arrivait avec des cookies qui normalement doivent faire 1 kilooctet grand maximum, à des cookies qui faisaient des dizaines de kilooctets et qui n'étaient absolument pas gérés par l'IPLB à l'époque. Et donc ce genre de cas, en passant
sur nos hébergements web, ils sont tombés dans les probabilités de 0,01%. Qui fait des cookies comme ça? Bon, réponse PrestaShop 1.4. Ce genre de cas, il y en a eu des dizaines, ils ont passé des mois entiers à rejouer le trafic pour pouvoir gérer la production. Donc c'est une maxime chez nous, mais ça fonctionne en fait sur tous les services qui ont des millions d'utilisateurs. À partir du moment où vous avez des millions d'utilisateurs, il faut que ça soit absolument éprouvé. Mais en gros, on éprouve nos services sur les hébergements web. Ok, je vous ai expliqué un petit peu ce que ça change, le niveau de risque, mais qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour éviter, pour réduire les risques, pour réduire les impacts? Chez nous, on a édicté quelques bonnes pratiques de code par rapport à tout ça. Donc en gros, pour des millionnaires en nombre d'utilisateurs, bien entendu. Avant tout, j'ai envie de faire une petite aparté sur du legacy. Je vous l'ai dit, j'ai jamais monté des services jusqu'à des millions d'utilisateurs, je ne sais pas comment ça marche. Donc je suis toujours arrivé sur des services qui existent. Sur des services où il y a du legacy, où il y a eu des quick wins pour monter rapidement, pour scaler, où il y a eu des patchs, où il y a des trucs vraiment bizarres qu'on ne comprend pas, mais en fait ça marche. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le legacy, c'est pas mon cas. Moi j'adore ça. J'aime bien les belles infra refacto qui sont dans la dernière version de Python, de Rust ou n'importe quoi, mais en fait c'est pas là le plus intéressant techniquement parlant. C'est pas là le boulot d'ingénieur de faire exactement la même infrastructure qui fait du REST, du GraphQL ou la dernière API à la mode qui est super optimisée. Le vrai boulot d'ingénieur, à mon sens, là c'est un avis absolument personnel, vous pouvez ne pas le partager, c'est de faire ça, mais sur des cas réels d'utilisation, qui servent réellement. Sur les hébergements web, il y a des moments, j'ai vu des bouts de code qui sont absolument ignobles, qui avaient peut-être 15 ans, qui ont été faits dans les années 2000, au tout début des hébergements web. Ouais, sauf que ce code-là, il fonctionne beaucoup plus rapidement qu'un code optimisé à côté, qu'un code refactorisé à côté, qui n'a pas prévu en compte des millions d'utilisateurs. C'est lequel le meilleur? C'est le code qui n'est pas propre, qui a des noms de variables parfois en français, avec des commentaires, en français? Ou c'est celui super optimisé, bien testé, mais en fait qui ne tient pas? Je suis assez humble face à ce genre de bout de code. C'est ce genre de bout de code qui ont ramené énormément d'argent et qui ont fait grandir la société. Donc moi j'adore ça. Gérer des bases de code anciennes, c'est juste une très bonne activité. Faire du refacto sur des bases de code anciennes, c'est juste le pied quand ça marche. Par contre, avant, il y a des mois et des mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Si vous avez un legacy, normalement vous allez avoir du code mort. Des bouts de code dont vous n'êtes pas à l'initiative et vous ne savez pas trop s'il marche ou pas. Donc est-ce que je le tue, je le tue pas? Si je le tue, il y a un risque d'1% que ça pète. Ah, 1% c'est 10 000 utilisateurs. Ouais, non, j'y touche pas. Comment je le tue? Ok. Vous allez gérer en fait en gérant du legacy, j'en parlerai pas dans cette conf-là, mais vous allez gérer du code mort. Vous pourrez avoir une conf entière pour comment est-ce qu'on fait pour gérer du code mort. Si déjà ça vous prend plein de temps, le code mort, n'en créez pas dès le départ. Le code, c'est quelque chose de vivant. Il faut absolument proscrire sur ce genre de cas l'idée de se dire je vais développer quelque chose qui est super générique si jamais on implémente une fonctionnalité dans 6 mois. Non, si on l'implémente dans 6 mois, on le code dans 6 mois. Pour le moment, on code ce qui fonctionne et on n'utilise pas des bouts de code qui ne sont pas utilisés pour le moment et qui seront utilisés plus tard. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que plus tard, en fait, la fonctionnalité, on la fasse vraiment. Si ça se trouve, on n'aura pas le temps, pas les priorités. Peut-être que les clients n'en veulent pas. C'est peut-être pas ce dont ils ont envie sur les produits. Si vous voulez gagner du temps, c'est juste sur des fonctionnalités à très court terme. Donc vous avez la garantie que vous allez passer du temps dessus dans les semaines qui viennent. Sinon, allez vite, prodez des choses prodez rapidement des petits morceaux de code et avancez. Dans le même genre, il y a les refacto. Ah ouais, ce code-là, je l'ai rendu générique. Comme ça, on va pouvoir prévoir tous les cas possibles. Ouais, mais est-ce que tu as besoin de tous les cas possibles? Si ce n'est pas le cas, le refacto pas. Il marche en l'état, tu peux l'améliorer, tu peux améliorer les tests, tu peux améliorer la qualité, mais le refacto pour gérer des cas qu'on n'a pas prévu, dont on n'a pas besoin aujourd'hui, non, remonte des erreurs, si on tombe dans ces cas-là, mais les gère pas. Ça sert à rien. Si ça ne sert pas au client aujourd'hui, peut-être que ça ne servira jamais. Et ce sera du code mort. Et la personne qui va te remplacer dans 4 ou 5 ans, elle va voir ce code, elle va se dire, bah, ce code il fonctionne, ça se trouve il est utilisé dans une autre partie, puis il va l'utiliser, puis en fait non, ça ne va pas fonctionner. Et encore, ça c'est le meilleur cas. Il l'utilise, ça ne fonctionne pas, ça tombe en erreur explicitement, ça c'est le meilleur cas. Le pire des cas, c'est ça fonctionne, mais dans 10% des cas, il y a une erreur.
là, je reviens sur mes risques de tout à l'heure. 10%, 100 000 utilisateurs, ça risque de crier un peu. Un autre point, qui est une règle assez générique, lorsque vous prenez des paramètres en entrée d'un système, une fonction, un objet, n'importe quoi, hein, vous prenez des paramètres en entrée. Le plus possible, posez-vous la question de est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Est-ce que dans 99% des cas, j'ai pas plutôt une valeur par défaut que je pourrais mettre qui fonctionne? Bon, déjà, ça améliore l'expérience utilisateur. Moi, vous demandez de choses, parce que généralement, plus on demande de choses, plus on demande à l'utilisateur à la base. Moins vous demandez de choses à votre utilisateur, plus son expérience va être simple. Donc vous pouvez inférer des cas. L'autre point, c'est que tous les paramètres qui vont être obligatoires mais pas gérés, elles vont vous remonter des erreurs. Des erreurs qui arrivent 0,01% du temps, voire moins souvent. Bah, ça va quand même être des erreurs qui vont arriver dans le temps. À une masse avec des millions d'utilisateurs, plus votre système est rigide, plus il va vous remonter d'erreurs, et plus il va falloir le patcher, parce qu'à un moment, un utilisateur va avoir mis une autre valeur, parce qu'un cas que vous n'aviez pas prévu. Mettez le plus possible des valeurs par défaut. Alors il y a des cas où c'est pas possible, où il faut explicitement avoir une valeur, où on ne peut pas être sûr à 100% d'une valeur par défaut, où on ne peut pas proposer une valeur par défaut. Dans ce cas-là, vérifiez et remontez tout de suite si votre utilisateur n'a pas mis de valeur. On y reviendra sur les gestions d'erreurs juste après, mais remontez quand un utilisateur ne remonte pas de valeur. C'est soit que l'interface n'est pas bonne, soit que l'utilisateur n'a pas su, soit que le système au-dessus qui utilise votre fonction n'est pas correctement codé, mais remontez l'erreur, que ça soit explicite. Parce qu'il n'y a rien de pire que des erreurs qui finissent dans la nature, où on arrive à des cas de système qui essaye de faire avec des infos qu'il n'a pas. Et ça, à gérer, à débugger, c'est horrible. D'ailleurs, en parlant de debug, une autre règle, c'est de loguer. Loguer absolument tout ce que fait votre système. Parce que quand vous allez avoir des millions d'utilisateurs, bah, le cas qui arrive à 0,01% des cas, c'est-à-dire 10 fois, ça c'est un cas tout moisi. Vous n'aviez pas prévu un bout d'algorithme qui fait n'importe quoi, quelque chose qui sort des valeurs par défaut, n'importe quoi. Mais c'est des cas que vous n'avez pas prévus. Si les cas, vous ne les avez pas prévus, pour les reproduire, ça va être compliqué. Et donc vous allez avoir un temps de diagnostic super long. Plus vous avez de logs sur votre système, plus vous allez être en capacité de trouver quel a été le problème. Si vous avez un utilisateur qui vous dit « je suis utilisateur A, j'ai eu ce problème-là » et que vous avez logué ce qui s'est passé, au moins vous allez savoir dans quelle partie de code ça a fonctionné. Bon, par contre, loguer, ça veut dire avoir une infrastructure de log qui fonctionne correctement. Ça veut dire gérer des logs, surtout dans une période de GDPR. Parce que gérer des logs, ça peut avoir des données personnelles. Donc ça veut dire l'avoir contractuellement. Vous avez des logs que vous adressez qui ont une date d'expiration, que vous tuez au bout d'un moment. C'est tout un métier de gérer des logs, mais il y a même des produits chez OVH qui permettent de vous le faire chez vous, puis des produits chez les concurrents. Mais il faut gérer absolument les logs, il faut loguer le plus possible. Sinon, le jour où vous avez un problème, vous n'allez pas savoir comment le diagnostiquer. Là, j'ai fait une mauvaise blague. Non, tout rapporter, c'est pas un vilain défaut. À l'école, les rapporteurs, ils seront généralement mal vus. Ouais, c'était vraiment une blague pourrie. Mais il faut absolument remonter toutes les erreurs. Parce que vous avez le cas du « ça arrivera jamais ». Ouais, ma connexion à la base de données, ça fonctionne bien. C'est fluide, ça fonctionne tout le temps. Ça arrivera jamais à un problème dans le logiciel de connexion à la base de données. Bah oui, mais avec des millions d'utilisateurs, votre code il va fonctionner des milliards de fois. Et donc là, je reprends la matrice de risque, mais avec des milliards, voire des dizaines de milliards de fois. Vous allez peut-être tomber un jour dans une race condition, dans la partie qui gère votre connexion à votre base de données. Si vous n'avez pas géré les erreurs qui remontent de ça, et ça fonctionne sur tous les systèmes que vous utilisez, vous n'allez pas le voir. Et si vous ne le voyez pas, ça va tomber en erreur derrière. Sauf que je ne comprends pas pourquoi j'ai une erreur derrière, alors que l'erreur, elle est avant. À diagnostiquer, ça va être absolument horrible. Vous allez arriver à un cas, vous allez vous dire, en fait, ça marche sur ma dev. Ouais, mais non, ça ne suffit pas comme raison. Là-dessus, j'ai une autre anecdote. Quand on travaillait sur Ubik, on a implémenté l'application web en PHP, et pour gérer les sessions, pour avoir une infrastructure qui scale, au lieu d'avoir des sessions locales, donc obliger tous les utilisateurs à passer par la même machine à laquelle ils étaient déjà connectés, on a utilisé un système qui, depuis PHP 5.4 existe, qui permet de stocker des sessions ailleurs. Et on a donc override le système de session pour aller stocker ça dans un Mongo qui était partagé entre les différentes infrastructures.
Là-dessus, on a absolument tout logué, puis surtout, on a absolument remonté toutes les erreurs, tous les cas un peu bizarres. Et dans le langage PHP, dans l'interface qu'on peut override, PHP nous fournit un numéro de session, à un moment qui est unique à l'utilisateur. C'est PHP qui le fournit. Nous, on ne fait rien. On a détecté un bug où de temps en temps, ce numéro de session était nul. Sauf que nul en PHP, qui est un langage typé dans son système, mais qui n'est pas typé pour nous, ça l'a casté automatiquement en 0. 0 étant une valeur numérique valide, c'est un numéro de session. Ce système-là, on l'a remonté en erreur, on n'a pu le traiter, il nous a vraiment intrigué, on a passé un temps fou, on n'a pas trouvé la cause dans le système PHP, mais en tout cas il arrive. Il arrive à peu près une fois sur 360 millions de connexions. Truc absolument rare. Si on ne l'avait pas remonté, ça aurait été quoi l'impact? L'impact, ça aurait été qu'une première personne se serait connectée, aurait eu l'identifiant 0. Bon, jusque-là, ça marche. Un cookie avec l'identifiant 0, tout fonctionne bien, la personne est connectée. Mais sur Ubique, comme sur plein d'autres systèmes, type Google, type Facebook, en fait, vous vous déconnectez jamais. Vous avez des identifiants de session qui sont extrêmement longs dans la durée. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais on ne se délogue jamais de Google. Leur intérêt, c'est qu'on soit logué pour pouvoir améliorer l'interface utilisateur. Ubique, c'était la même chose. Et donc, une fois sur 360 millions de connexions, ça arrive en fait, relativement souvent. 1 million d'utilisateurs, disons qu'en étant optimiste, on a en moyenne une connexion par utilisateur par jour. On a surtout plein d'utilisateurs qui se reconnectent plein de fois. C'est une fois par an, une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans, ça fait quoi? Ça fait qu'au bout de 2 ans, vous avez une deuxième personne qui arrive, qui a de nouveau le même souci, qui récupère l'identifiant 0, l'identifiant 0 déjà connecté. Mais pas sur le même compte. Sur le compte de quelqu'un d'autre. Là, on revient sur le risque. Risque tout à l'heure totalement négligeable, 1 sur 360 000. Oui, mais impact catastrophique. On est bien content de l'avoir trouvé avant celui-là. Et on ne l'avait pas imaginé. Ça n'arrivera jamais. La doc, elle dit qu'on doit avoir quelque chose supérieur à 0. Et unique. Remonter toutes les erreurs, ça sert absolument à rien si on ne les monitore pas. Si à un moment, vous n'avez pas un endroit, quelque chose qui vous monitore toutes les erreurs et qui les catégorise, c'est bien, vous avez remonté toutes les erreurs, mais à part avoir des clients qui de temps en temps ont des erreurs qu'ils ne comprennent pas, ça sert à rien. Il faut absolument monitorer tout. Et on verra derrière que c'est plutôt utile pour avancer. Le dernier point, et je l'ai un peu imagé avec mon problème de PHP, c'est qu'il faut faire confiance à personne. Il faut être absolument parano. Mais vraiment. Déjà, pas confiance dans votre propre code. Parce que bon, généralement, on sait, on retourne 6 mois après dans le code. Waouh, j'ai fait ça. Absolument dégueulasse. Aucune confiance dans le code des autres, parce qu'on le sait, on est le meilleur développeur et les autres font de la merde. Mais aucune confiance. C'est une blague. Aucune confiance dans l'infrastructure. L'infra, elle peut tomber. Aucune confiance dans les logiciels, même réputés super fiables, parce qu'il y a des millions de cas, on a des bugs absolument horribles. Bref, zéro confiance. À chaque fois, on regarde les sorties, on vérifie les codes de retour, on vérifie qu'on ait un retour à peu près normal, et on l'utilise. Chez nous, dans l'ORM historique qu'on a chez OVH, on a un système pour ça qui permet de remonter les erreurs à chaque fois, qui s'appelle un objet résulte. En gros, on remonte à chaque fois qu'on a une structure, on remonte un résulte. On appelle une fonction, ça va retourner un résulte. Ça ne retourne pas une valeur, jamais. Ça retourne un résulte. On appelle une fonction du système, on va le wrapper autour pour voir si le système a retourné correctement la valeur. Dans ce cas-là, on retourne un résulte correct, sinon on retourne un résulte pas correct. Ce résulte, il a 3 valeurs. Il a un code de retour, un peu comme HTTP, avec des codes de succès, des codes d'erreur, avec différents codes d'erreur pour pouvoir traiter des cas particuliers. Il a un message concernant l'erreur, ou le succès, qui est facultatif, et il a la valeur. Si vous avez une fonction qui retourne 42 lorsque ça fonctionne, il va vous retourner un succès avec 42. Si jamais, pour une raison X ou Y, il retourne une autre erreur, il va vous retourner un résulte avec l'erreur correcte et sans la valeur 42, mais avec la trace de l'erreur. Ça, c'est maison, chez OVH. Mais il n'y a pas très longtemps, je me suis intéressé au Rust, à titre personnel. Et en fait, dans Rust, c'est quelque chose qui est inhérent au langage. Il y a une structure qui s'appelle result et qui fait exactement la même chose, qui traite des cas de succès et des cas d'erreur, et qui fonctionne quasiment pareil. Et c'est l'un des points qui fait que Rust est plutôt un bon langage. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Une fois que vous avez géré vos erreurs, vous allez vous taper dans le monitoring des masses d'erreurs.
Mais à chaque fois que vous allez proder, hein, même si vous prenez du code de qualité, vous pouvez être sûr que vous allez vous taper des erreurs que vous n'aviez pas prévues. Vous avez des millions d'utilisateurs, c'est comme ça. Bon, il faut réduire au minimum, mais vous allez vous taper des erreurs. Ça arrive quasiment à chaque fois. Qui dit des masses d'utilisateurs dit des masses d'erreurs. Qui dit des masses d'erreurs dit qu'il faut quand même arriver à les corriger, parce que derrière, vous avez des utilisateurs qui possiblement ne peuvent pas utiliser leur service. Il y a des erreurs qui vont arriver et que vous allez avoir du mal à fixer. Si vous avez du microservice, de temps en temps, votre réseau il peut tomber. Si vous hébergez votre service ailleurs, alors chez nous, on héberge ailleurs chez un autre service de OVH, l'autre service d'OVH peut avoir une panne chez nous. Mais si vous hébergez ça chez nous ou chez un autre prestataire, tout le monde peut avoir des pannes. Donc il faut gérer ce genre de cas. Et une panne de réseau, ça arrive. Dans tous les sens. Ça peut être une panne de l'utilisateur, une panne dans le système, n'importe quoi. Il faut gérer ce genre de cas parce que ça va être difficile à fixer. Vous allez avoir des cas faciles, vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre réseau, mais vous aurez un jour des problèmes de réseau. Gérer les cas d'erreur réseau. Et c'est pareil pour toutes les autres erreurs. Il y a des cas qui vont revenir de manière récurrente. Sur des millions d'utilisations, l'erreur réseau, c'est quelque chose qui arrive. Si vous fixez plusieurs fois la même chose, automatisez-le. Vous n'allez pas fixer la cause, vous allez automatiser le fixe. Par exemple, les problématiques de réseau. Une machine qui est un peu sous l'eau, qui ne répond pas. Une infrastructure qui serait sous-dimensionnée à un moment, qui se prend un pic de charge. Eh bien, votre système, s'il appelle cette infrastructure, il peut le relancer. Il peut faire des retries. Ça, il faut le faire intelligemment. Parce que si vous faites un système de retry et puis que vous ne mettez pas un maximum, vous allez voir un truc qui peut possiblement boucler pendant 3-4 semaines. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Puis le service ne sera pas rendu et vous ne verrez pas l'erreur. Par contre, gérer des cas automatiques, ça permet de réduire le nombre d'erreurs et ça permet d'éviter des actions manuelles. Parce que des trucs qui viennent 1%, 0,1% du temps, sur des millions de fois où votre code tourne, vous en aurez tous les jours. Et si vous ne voulez pas passer votre journée à fixer les bugs, vous pouvez avoir des fixes de bugs automatiques. Idéalement, on fixe les causes racines. Vous avez un problème de réseau récurrent, c'est peut-être un routeur ou une mauvaise conf ou quelque chose, ou une infrastructure sous-dimensionnée. Là, c'est facile. Si vous l'avez identifié, on change l'infrastructure, on change le routeur, on agrandit l'infra, n'importe quoi, mais on peut fixer des causes racines. Ça ne marchera pas dans tous les cas. Il ne faut pas passer 100% de son temps à faire ça parce que sur des millions d'utilisateurs, sinon vous pouvez y passer votre vie. Mais déjà, vous allez enlever plein de causes d'erreurs qui reviennent régulièrement. Toutes les erreurs ne sont pas de votre faute. Il y a des fois, vous avez permis à vos utilisateurs de rentrer des valeurs que vous n'aviez pas prévues. Je me souviens sur Ubique, on a un testeur qui est toujours chez OVH, qui avait une manie de tester absolument tout ce qu'il pouvait mettre dans un champ texte. Et donc ce gars a réussi à tester une fois, à pousser un article sur les champignons de Wikipédia dans le nom d'un fichier. Bon, il y a quelques limites, il y a quelques logiciels qui n'ont pas supporté ça, il y en a d'autres qui fonctionnaient bien, mais ça se passe généralement mal. Alors je ne vous parle même pas des émoticôns, qui sur Windows Phone à l'époque n'étaient pas super bien gérés dans les noms de fichiers. Le système de fichiers de Windows Phone, lorsqu'il devait faire une sacro et qu'il voyait des émoticôns, il finissait un petit peu sur le côté. Ce genre de choses, on ne le prévoit pas forcément, mais sur des millions d'utilisateurs, vous allez l'avoir. Donc le dossier avec des fichiers qui va s'appeler caca, en émoticon, ça va exister. Je vous promets, on a des Ubique qui sont remplis de ces tests-là, qui sont absolument horribles à aller voir. Il faut être absolument tordu pour être testeur. Le dernier point, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais s'il y a des soucis dans le logiciel, s'il est trop rigide, par exemple par rapport à des paramètres d'utilisateur, au lieu de fixer les entrées et de retourner une erreur explicite, on peut aussi rendre plus souple le logiciel. Quand vous avez des millions d'utilisateurs, retourner une erreur à un utilisateur, ça va être frustrant. S'il y a 10% de vos utilisateurs qui voient l'erreur, ça va être possiblement des gens qui vont vous appeler en disant « mais je comprends pas, je devrais pouvoir le mettre là-dedans ». Alors une réponse de dev, souvent, c'est de dire « oui, mais on va apprendre à un utilisateur à utiliser correctement notre logiciel ». J'entends souvent cette réponse-là. Combien coûte l'éducation de 800 000 personnes? Est-ce que vous avez la réponse ici? Il n'y a personne de l'État, il n'y a personne qui a regardé le budget de l'État, c'est le budget de l'éducation nationale, 800 000 élèves. Je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est 50 milliards, quelque chose comme ça.
encore mieux. Bref, vous n'aurez jamais ça pour éduquer. Alors, vous n'allez pas passer un an à éduquer vos gens, mais éduquer tous vos utilisateurs, ça va vous prendre énormément de temps, sans compter que vos utilisateurs, ils n'ont probablement pas envie d'être éduqués, ils ont plutôt envie que ça marche. Donc il y a plein de cas où si vous avez des mauvaises remontées de paramètres utilisateurs, peut-être que vos utilisateurs utilisent le logiciel d'une manière que vous n'aviez pas prévue, et que le mieux, c'est d'adapter votre logiciel, votre produit, pour que ça fonctionne avec. Et en plus, ça peut être un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Ok, là on a parlé des erreurs récurrentes, mais il en reste plein des erreurs. Et il faut les traiter. Si vous ne voulez pas passer votre vie de développeur à faire ça, et d'embaucher d'autres développeurs à traiter des erreurs, il y a un bon moyen, c'est de déléguer. Vous allez probablement, lorsque vous allez avoir des millions d'utilisateurs, avoir un support. Ce support, il peut traiter les cas d'erreurs les moins récurrentes. Par contre, pour déléguer, il faut leur fournir les outils qui vont bien. Tout un outillage manuel, et pas des lignes de commande. Les gens qui répondent au téléphone, ils ne sont pas forcément tous tech. Aidez-les un peu. Fournissez-leur des interfaces, ce genre de choses. Le plus important, c'est que ces utilisateurs ils puissent relancer le logiciel, puissent relancer les actions. S'ils ne peuvent pas, le bug il va continuer à être là. Si vous arrivez à rendre suffisamment autonomes les gens de vos équipes, là, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va mieux fonctionner et vous libérer du temps pour développer de nouvelles fonctionnalités. Une dernière question qu'on se pose souvent, que j'ai résumée en un slide. Est-ce que vous avez besoin de stocker ces données-là dans votre base de données? C'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on implémente quelque chose. Il y a des choses qui sont indispensables à stocker dans une base de données. Vous avez des millions d'utilisateurs, ils vont tous avoir des configurations différentes, ils vont tous avoir des infos différentes à stocker. Vous aurez une entrée dans vos bases de données par utilisateur. Pas le choix. Par contre, il y a des choses que vous n'allez pas changer souvent. Quelque chose que vous allez changer peut-être tous les mois ou tous les 6 mois. C'est quoi le plus rapide? C'est de changer une base de données avec un code qui va prendre au-dessus des valeurs mais où vous n'avez pas vraiment prévu, ou c'est de faire un commit dans votre configuration, mais qui va se charger aussitôt, qui ne va pas charger la base de données en termes de requêtes, qui ne va pas avoir de problème de latence si votre base de données elle est sous l'eau, qui fait que vous allez avoir moins d'erreurs qui vont remonter. J'ai mis un biais dans mon explication, la deuxième partie. Si vous ne changez pas souvent une valeur, stockez-les dans des configurations, des fichiers de conf, voire même dans votre code directement. C'est souvent beaucoup plus rapide à changer, c'est beaucoup plus rapide à exploiter en opérationnel, et c'est moins de bugs. Vous n'avez pas tout le système de gestion de base de données qui possiblement peut bugger, avoir des latences ou n'importe quoi parce que vous avez des millions d'utilisateurs. Stockez-les localement. Vous allez gagner du temps, ça va mieux fonctionner. Alors ça, tout ce dont je viens de vous parler, en fait, ça change le boulot au quotidien. Je vous ai dit, il faut déléguer, sinon vous n'allez pas faire de nouvelles fonctionnalités. En fait, vous allez gérer une production. Même si vous êtes développeur, même si vous ne gérez pas une infrastructure, votre système d'information, globalement, il va avoir des problèmes tout le temps. Et donc, vous allez gérer une prod. Qui dit gérer une prod, dit qu'il va falloir prendre le temps de la gérer, parce que sinon, ça va vous revenir très rapidement dans les dents. Si vos clients ne sont pas contents, ils vont partir. Le client est roi. Et donc, il va falloir prendre le temps de fixer les erreurs, prendre le temps de fixer les routes causes. Et puis surtout, vous allez avoir des masses d'erreurs. Il faut le savoir, il faut s'outiller pour ça. Sinon, vous ne pourrez pas développer de nouveaux projets en parallèle. On va faire une pause jeu. On va jouer à Burger Quiz. Infrastructure, industrie ou les deux? Je vais vous donner 2-3 choses et puis je vais vous laisser répondre un petit peu. Si je vous parle de la chimie, infrastructure, industrie ou les deux? Industrie, les deux? Les deux pourraient fonctionner avec des infrastructures, oui. J'y avais pas pensé. Je le voyais plutôt pour l'industrie, mais oui, il y a des grosses infrastructures de chimie. Donc les deux. Ok. Les routes départementales. Infrastructure. Les autoroutes. Je sais pas. Là, je ne vais pas jouer à Alain Chabat. Est-ce qu'on considère les sociétés privées d'autoroutes comme une industrie? À voir. Il y a débat. Et les data centers? Infrastructure, industrie ou les deux? Les deux? Ouais, je suis d'accord avec vous, les deux. En fait, si on a un petit data center, c'est plutôt une infrastructure, mais lorsqu'on commence à avoir des échelles de serveurs, on va tomber sur quelque chose qui est industriel. Et donc, il va falloir industrialiser. On ne va pas pouvoir le gérer de manière tout choupinette ou installer son serveur et le configurer. Dès qu'on va commencer à avoir plusieurs serveurs, il va falloir industrialiser tout ça. Et donc, ceux qui ont fait un peu de DevOps, ça va leur parler. Pour imaginer ça, quelques chiffres juste des hébergements web. Je
Je ne parle même pas des data centers d'OVH, on est bien au-delà. Mais juste sur les hébergements web, on est sur un parc de 15 000 serveurs qui fonctionnent. Je ne parle pas des serveurs qu'on a déprovisionnés par le temps et compagnie. Aujourd'hui, on a 15 000 serveurs pour héberger nos 5 millions de sites web. Pour nos clients, on opère 1 million de bases de données différentes. Vous n'allez pas pouvoir les configurer toutes une par une. C'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment beaucoup de gens. Ça représente 5 millions de sites web, je le dis depuis tout à l'heure, et 40 gigabits seconde de trafic. On a une belle infra. Ça nécessite forcément d'industrialiser. Et je ne vous ai pas parlé des data centers, mais on parlait tout à l'heure de Croix. En fait, le processus industriel chez OVH, c'est quelque chose qui est répandu depuis très longtemps. Parce que depuis très longtemps, on a dépassé les dizaines de milliers de serveurs. Là, on est à 300 000, il me semble, aujourd'hui. Je n'ai pas les derniers chiffres, donc je dis peut-être une bêtise. Vous ne gérez pas 300 000 serveurs comme vous en gérez 10. Il faut absolument industrialiser. On sort plus de 1000 nouveaux serveurs par jour. C'est pas possible si vous n'avez pas géré vos approvisionnements, votre chaîne de production, votre chaîne de livraison. Il faut le gérer de manière industrielle. C'est pas possible autrement. Et c'est exactement la même chose sur le logiciel. Sur l'infrastructure, lorsque vous avez 15 000 serveurs, vous ne pouvez pas déployer un patch de sécurité en passant sur chaque machine. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas déployer une nouvelle version de votre logiciel en passant sur chaque machine. C'est pas possible. Et je ne vous parle même pas des risques où on retombe sur les 0,1% et les 10 000. Ça veut dire que sur la partie infrastructure, vous allez devoir gérer des gestions de configuration. Alors le terme n'est pas forcément le terme le plus répandu, mais si je vous parle de Puppet, si je vous parle de Ansible, ça vous parle peut-être. Ça, c'est gérer de la gestion de configuration. Ça peut se faire largement en dessous de 15 000 machines. Mais à 15 000, c'est juste un indispensable. Vous allez devoir, à côté de ça, gérer ce qu'on appelle une CMDB. Une base de données qui va référencer, qui va inventorier votre parc et qui va vous permettre de le gérer de manière dynamique. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, vous n'allez pas pouvoir vous dire « Ah oui, alors sur ce cluster-là, j'ai un Excel avec la liste des serveurs. » Ça ne marche pas. Pire que ça, vous allez, en tout cas chez nous, mais je pense sur d'autres logiciels, vous allez avoir des fonctionnalités clientes qui vont dépendre de votre infrastructure. Imaginez, vous déployez une infrastructure dédiée pour certains de vos clients. Il va falloir que lorsque le client se connecte, vous sachiez sur quelle infrastructure dédiée vous l'envoyez. Chez nous, on a ça sur ce qu'on appelle les offres performance. Sur les offres performance ou sur les offres cloud web d'ailleurs. On dédie des infrastructures qui sont dédiées au client. Il faut que lorsque le client, sa requête, elle arrive, on soit en capacité de dire la requête, elle va là. C'est tout bête, mais il faut avoir un inventaire. Si vous n'avez pas l'inventaire de vos machines, il n'y a pas une requête qui va arriver, ouvrir Excel, ce serveur, puis repartir. C'est pas possible, ça va être très long. À ce niveau industriel, il y a aussi des gestions de production. Vous devez pré-provisionner du matériel. Vous ne pouvez pas dire, si j'ai des pics de charge, instantanément, je vais rajouter des machines. Ah non, parce que quand vous prenez un pic de charge, c'est 5000 machines qu'il vous faut. C'est pas une. Et provisionner 5000 machines, même chez nos plus grands concurrents, ça va être très difficile. Donc il faut pré-provisionner du matériel. Et je ne vous parle même pas de la croissance naturelle. Lorsque vous avez des millions d'utilisateurs, une croissance naturelle, c'est pas 2-3 utilisateurs par jour. C'est plutôt des milliers. Et donc il va falloir faire grandir les infrastructures. Ça, il faut avoir tout un système qui fait du pré-provisioning. Sinon, vous allez passer le temps, votre temps, ou le temps de certaines de vos personnes dans l'équipe, à commander du nouveau matériel, vérifier qu'il arrive bien, le configurer, et tout ce qui va bien. Tout ça, ça doit être automatique. Forcément, il faut monitorer. Sur une infrastructure comme ça, vous ne pouvez pas aller voir sur la machine si ça fonctionne. Non, il faut qu'il y ait un monitoring actif qui vous remonte les alertes. C'est à un tel point où sur 15 000 machines, vous allez avoir des machines qui vont avoir des problèmes. Des problèmes de RAM, des problèmes de disque. Vous allez en avoir. Sur 15 000, c'est normal, c'est du matériel, ça tombe en panne. Mais ça va vous arriver quotidiennement. Eh bien, ce genre de choses, il va falloir utiliser ce qu'on appelle du self-healing. Ce que vous répétez, un peu comme les erreurs tout à l'heure, les erreurs de monitoring d'infrastructure qui se répètent, on peut les automatiser. Parfois, vous allez avoir un logiciel qui va planter. Le temps de fixer la root cause, ça va vous prendre un temps fou. En plus, vous n'êtes peut-être pas maître du logiciel, c'est peut-être quelque chose open source, vous n'avez pas les ressources, ça va vous passer du temps à fixer ce logiciel-là. Parfois, faire du self-healing avant pour remettre le service, pour redémarrer le logiciel lorsque vous observez qu'il est en panne, ça permet au moins de faire que votre impact il est plus faible, puisque vous avez un temps de reprise qui est quasiment instantané, et vous réduisez votre criticité. Ça ne fixe pas le problème à la base, mais ça le fixe le temps que vous le fixiez à la base. Parce que si vous attendez le fixe vraiment du logiciel en tant que tel, qui va peut-être prendre des semaines, voire des mois, pendant tout ce temps-là, il y aura un impact sur vos clients.
Le self-healing, c'est bien, mais il faut le monitorer aussi. Parce que si le truc il reboot en boucle un serveur, il y a un moment ça ne fonctionne plus. Parce qu'il passe son temps à rebooter. Et donc il faut avoir tout un tas de monitoring pour s'assurer que ça ne fait pas pire que mieux. Parce que si votre script il se met à faire ça sur toute votre infrastructure d'un coup, vous n'allez plus avoir de site web sur les hébergements web. Et ça sera pareil sur vos produits. Le point suivant, c'est de diviser pour mieux régner. Là, j'ai essayé de chercher une image libre de droit et j'ai pas trouvé mieux. Mais ça fonctionne très bien sur l'industrie forestière. Sur l'industrie forestière, vous allez avoir des endroits où vous allez avoir d'immenses forêts, il y a un risque d'incendie qui est fort. Et l'impact est énorme, puisque il faut 20, 30, 40 ans pour reconstruire la forêt. Une des solutions, c'est de faire des zones tampons, où il n'y a pas d'arbres. Des sortes de zones pare feu. Et on divise les zones comme ça, et donc on prend le risque que potentiellement il y a un incendie à un endroit, qui a un impact, mais qui soit beaucoup plus minime que si c'était toute votre forêt qui était brûlée. Alors s'il y a du vent, ça marche beaucoup moins bien. Mais c'est déjà un début de solution. Chez nous, sur les hébergements web, l'un des cas, par exemple, c'est qu'on a divisé notre infrastructure en une vingtaine de clusters. Donc nos 5 millions de sites, là, sont sur une vingtaine de clusters différents. Si on perd un cluster, on perd tout de suite 150 000, 200 000 clients. Ça pique. Impact assez fort. Oui, mais ce n'est pas les 5 millions. On réduit déjà le risque. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de réduire... on réduit l'impact. Non, on réduit le risque, pardon. On réduit le risque, on réduit le nombre de clients qui sont impactés. L'impact est toujours le même pour ces clients-là, mais on réduit le risque. Ça permet de descendre le niveau de criticité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller très très vite réparer. Le dernier point, c'est pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités. La question, quand on déploie un code, c'est comment on teste tous ces niveaux de risque. Comment on s'assure que lorsqu'on déploie le code, d'abord, on ne tombe pas dans les 1% de bugs, puis dans les 0,1, puis dans les 0,001, puis dans les 0,0001%. Là, chez OVH, on a une méthode que j'avais jamais vue ailleurs, mais je pense qu'il doit y avoir des équivalents un petit peu ailleurs, c'est ce qu'on appelle le indice 100 000. Le indice 100 000, c'est lorsqu'on développe une nouvelle fonctionnalité, on va la développer sur une machine de dev qui va vous permettre de valider que ça fonctionne. On va faire tourner tout un tas de tests. On va sûrement avoir oublié certains tests, surtout sur des tests d'intégration. Mais on va faire tourner déjà toute notre panoplie. Ok, ça marche bien, on va faire passer ça sur notre environnement de pré-prod. À peu près le 1, ça marche bien. Une fois qu'en pré-prod, on est sûr que ça fonctionne, on a déjà réduit le niveau de risque. Ça fonctionne, c'est testé, c'est éprouvé. On va passer au niveau au-dessus. On va le mettre sur 10 machines. En le mettant sur 10 machines, s'il y a quelque chose qui tape le 0,01%, on va le voir assez vite. S'il y a quelque chose qui tape le 1%, on le voit quasi immédiatement. S'il n'y a rien, si ça se passe bien, on continue. Si jamais il y a quelque chose, on rollback, on fixe. Puis on recommence. Puis on va passer au 100. Au 100, généralement, on va commencer à découvrir quelques cas un petit peu moisis. Mais le plus marrant, si on peut dire ça, en tout cas les cas les plus complexes et en termes d'ingénieurs les plus fun à fixer une fois qu'on prend un peu de recul, c'est le 1000. C'est les cas où on ne va pas du tout avoir pensé à ça, parce que c'est utilisé une fois sur 500, une fois sur 600, et donc on va avoir 2-3 personnes qui vont avoir le problème. Ça, on commence à le voir qu'au 1000. C'est peut-être le moment où on rollback le plus, le 1000. Le moment où on tape vraiment les cas les moins visibles possibles. Si on ne faisait pas ça et si on déployait sur l'ensemble de l'infrastructure, on ne casse pas 2-3 clients, on en casse plusieurs dizaines. Et donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile à remettre. Et après, on passe au 1000. Ça, c'est la méthode de déploiement pour les nouveaux codes. Sur le développement du back-end, ça nécessite plein de choses. Parce qu'en fait, vous allez avoir sur votre infrastructure, au minimum, 2 codes différents qui fonctionnent. Imaginons que vous déployez une nouvelle API sur votre infra. Et donc, il y a l'ancienne API, la legacy, la version 1, et puis il y a la version 2, où vous échangez de nouvelles informations. Lorsque vous allez faire le 10, il faut que votre système d'information sur l'infrastructure, il soit en capacité de parler avec le 2, mais si jamais il n'y a pas le 2, il faut qu'il parle avec le 1. Et donc, en fait, il va falloir gérer de multiples versions. Et là, je vous parle de 2 versions, mais sur une infrastructure où il y a 15 000 machines et où il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent dessus, en fait, vous n'allez pas en avoir que 2. Sinon, il y en a plein de développeurs qui vont s'ennuyer. Vous allez en avoir plusieurs, voire plusieurs dizaines. Et donc, il faut que votre système il soit capable de s'adapter aux différentes versions. Pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des méthodologies de Blue-Green lorsqu'on déploie en conteneur. En gros, lorsqu'on déploie en conteneur et qu'on veut un zéro downtime déploiement,
On va prendre une machine, on va la sortir de la ferme, on va déployer la nouvelle version, puis on va la remettre dans la ferme, puis on va prendre une deuxième machine, voilà, et on continue comme ça. Et donc il y a toujours du trafic. Sauf que pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle des versions Blue-Green. On a une première version, donc on va déployer sur la Blue, donc on va communiquer avec la Blue avec une certaine version, puis il y a la version Green, donc on va continuer à parler à l'ancienne version. Ça, c'est ce qu'on appelle du Blue-Green déploiement. Le Blue-Green nécessite que votre système d'info et tout ce qui est autour sache parler les deux langues, sache parler les deux formats d'API, sache gérer les deux formats d'erreur, enfin tout ce que vous pouvez changer entre deux versions. Ça, c'est absolument généralisé lorsqu'on fait du indice 100 000 et qu'on a plusieurs versions sur un parc. C'est juste une base. Pour gérer ça, généralement, on utilise la mort. Je vous ai parlé tout à l'heure des codes vivants. On utilise en fait deux formats d'erreur de remontée. Vous allez avoir ce qu'on appelle la mort odieuse. La première fois, je cherchais un terme contre la mort gracieuse. La mort odieuse, c'est le système en face ne marche pas, je remonte une erreur. Donc je m'attends à ce que le système en face il parle en V2, il parle un langage que je ne connais pas, je retourne une erreur. Ça fonctionne très bien lorsque votre système est totalement déployé. Ah oui, il n'est pas censé parler autre chose. Il parle autre chose, c'est un cas particulier, je remonte une erreur. Je m'arrête là, je remonte une erreur. Par contre, lorsque vous êtes en train de déployer, vous pouvez avoir des systèmes qui vont répondre « Ah non, ça n'existe pas ». 404 not found ou not implemented. Et donc dans ce cas-là, on passe sur un système, lorsqu'on déploie, de mort gracieuse. Où, ok, dans le meilleur des cas, c'est déjà déployé et j'utilise le nouveau système. Si jamais j'ai une erreur, 404 not found, ça n'existe pas, dans ce cas-là, je fallback sur l'ancien système. Et ça, on le fait pour toutes les mises à jour. Et une fois que c'est fini de déployer, et seulement une fois que c'est fini de déployer, on enlève la mort gracieuse et on remet la mort odieuse. C'est pas normal, une fois que c'est déployé, qu'on ait des machines dans un état inconsistant, et qu'il y ait l'ancien système. Ça, à chaque fois qu'on déploie une nouvelle chose, aussi infime qu'elle soit, vu qu'on va déployer de manière assez lente sur le indice 100 000, ça peut prendre plusieurs semaines si on a des rollbacks successifs, il faut avoir ce type de système dans le logiciel. Là, je vous parle d'un système d'info qui parle à une infra. Ça marche aussi avec des logiciels avec plusieurs briques et des microservices. D'ailleurs, en parlant de microservices, on va parler un peu d'architecture. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un système d'information qui parle avec une infrastructure. En fait, c'est déjà des microservices. C'est des microservices vraiment by design, depuis des années. Parce qu'en fait, le cœur de métier des hébergements web, c'est d'héberger du code de client. Qui dit code de client sur des millions d'utilisateurs dit qu'on a une probabilité non nulle d'avoir quelqu'un qui nous trouve une faille de sécurité. Qui dit qu'il va pouvoir remonter sur l'infrastructure. Probabilité toujours non nulle. Alors, en fonction de la faille, l'impact n'est pas le même. Hein. On fait tout pour gérer et réduire ce risque, mais il existe. Il faut le savoir. Donc, dès le départ, on a découpé juste pour la sécurité, c'est vraiment le point le plus important, tout le système d'information qui possède les données de nos clients et nos hébergements web. Et donc, lorsque vous utilisez aujourd'hui l'API, vous allez tomber sur un système d'information qui a plusieurs briques microservices, mais qui à un moment va parler à l'infrastructure, qui est un autre ensemble de briques de microservices. L'autre point, c'est que pour tenir des millions d'utilisateurs, il faut que vous ayez une API qui tienne la charge. Et qui dit une API qui tient la charge, dit une API qui est rapide. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un call d'API qui est lent, qui prend par exemple 60 secondes, c'est autant de temps que votre API ne va pas traiter d'autres requêtes. Et les attaquants, les hackers, ils apprécient généralement les calls lents. Parce qu'il suffit d'une dizaine de calls lents pour charger totalement l'infrastructure et qu'elle passe son temps à gérer les calls lents. Et qu'elle n'ait plus de place pour les calls suivants. Alors même si votre infra elle s'autoscale, le temps qu'elle s'autoscale, vous tapez que les calls lents et vous bourrinez votre infra. Et donc au lieu de gérer des millions d'utilisateurs, vous en gérez 10 et en plus si c'est un attaquant, il vous fait tomber l'infrastructure et vous impacte tous les autres clients. Donc vous devez faire des calls d'appel rapides. Le problème chez nous, c'est que l'infrastructure, ça prend du temps. Créer une base de données, c'est pas instantané, il peut y avoir des erreurs. Déployer des configurations, c'est pas instantané, ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. Et donc, pour ça, il a fallu découper les briques. Il a fallu découper les briques et gérer de la synchrone. On va avoir une brique qui va être synchrone avec l'API, puis derrière, un système de job qui va traiter tout un tas de cas et va déployer les configurations sur l'infra. Et seulement quand le job sera fini, retournera à l'utilisateur que c'est bon. Sauf qu'entre deux, c'est pas un call d'API qui est attendu, c'est un premier call d'API, puis l'interface qui vient de temps en temps vérifier en long pooling ou via d'autres systèmes, WebSocket ou tout ce qu'on veut, de notification, informer que c'est terminé. Mais on a un système de job.
Chez nous, c'est un système de job maison qui commence à avoir quelques années, mais ça peut être du Celery, ça peut être tout autre système de job. Il faut juste en avoir parce que l'infrastructure est lente, mais si vous avez du microservice, potentiellement les microservices sont lents. Potentiellement les microservices vont être chargés et mettre plus de temps. Ou potentiellement le microservice est par terre et vous aimeriez bien relancer vos actions plus tard. Ce mécanisme de job, chez nous, vu qu'il va chaîner même un ensemble d'actions, on lui a rajouté une machine à état. C'est une machine à état qui dit « je suis en train de tourner, je ne suis pas en train de tourner » et qui exécute des séries d'étapes qui se suivent de manière idempotente. Ça, c'est super important. Par exemple, lorsqu'on crée une base de données, chez nous, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de vérifier si l'utilisateur a bien le droit de créer une base de données, où est-ce qu'on va la déployer, sur quelle infrastructure, ce genre de choses. Donc on vérifie dans notre système d'info. La deuxième étape, c'est de la créer vraiment sur l'infra, de dire à l'infra « coucou, je déploie ma base de données ». On récupère le fait que ça soit installé, puis on a une troisième étape qui est de notifier le client pour lui dire bah voilà, ta base de données, elle est prête. La deuxième étape sur l'infra, si l'infra à un moment elle met plus de temps ou s'il y a des erreurs, on va avoir un système de retry. Mais ce qui est important pour que le système de retry il fonctionne, il faut que cette étape elle soit idempotente. C'est-à-dire que si on la relance, dans n'importe quel état où elle était, si on la relance, ça puisse refonctionner pareil. Par exemple, on ne peut pas avoir un système qui crée la base de données, puis après stocke des données. Si on la relance, il va recréer la base de données. Oui, mais le stockage de données, est-ce que je l'utilise, est-ce que je l'utilise pas? C'est pas idempotent. De la même manière, si vous avez un moment, une étape, pour être un peu plus imagé, qui va créer 10 bases de données d'un coup, pour le rendre idempotent, il va falloir stocker quelle base de données il a créée, puis auquel il y a eu une erreur. Comme ça, quand vous la relancez, il ne crée que celles qui sont en erreur. Les autres, elles sont déjà créées, vous n'allez pas rajouter des machines. Sinon, ça va faire des bases de données orphelines. Il faut absolument que toutes les étapes soient idempotentes. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des erreurs. Vous aurez des erreurs à remonter, des masses d'erreurs, et on revient sur tout ce que je dis depuis le départ. Ça vaut aussi pour les enregistrements en base. À un moment, votre base de données, elle peut ne pas répondre, et vous pouvez vous prendre un timeout, par exemple. Ok, est-ce qu'il a enregistré dans la base ou pas? Je sais pas. Je relance l'étape, faut vérifier d'abord s'il a bien enregistré dans la base, avant de vraiment l'enregistrer. Et donc, en fait, vous aurez une étape qui, au départ, va vérifier qu'il enregistre dans la base, qui ne s'est pas enregistré dans la base avant de l'enregistrer. Ça demande pas mal de boulot sur toutes ces étapes-là, mais au moins, vous réduisez votre nombre d'erreurs à traiter. Et sur des millions, je ne vous la refais pas. Le problème de l'asynchrone, c'est que c'est pas super user-friendly. Si vous faites une API et puis que vous retournez, c'est la tâche numéro 42. Votre utilisateur, il va recevoir ça, tâche 42, ok. C'est cool, mais j'en fais quoi? Et donc, d'un point de vue UX, les devs front, ils vont vous dire c'est vachement gentil, mais si jamais le gars il refresh, je vais plus savoir que c'est la 42, je lui affiche quoi? Chez nous, on a résolu ça en rajoutant une partie synchrone. En fait, dans notre base de données, on a une représentation de l'infrastructure. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'inventaire, c'est la CMDB. Et en fait, là-dessus, on a rajouté des états. S'il y a un job en cours, alors déjà, on stocke son identifiant, mais s'il y a un job en cours, on va dire que la base de données, elle n'est pas en état stable, elle est en cours de création, par exemple, ou en cours de suppression. Ça, déjà, c'est génial, parce que ça empêche, dès l'API, que l'utilisateur tente de supprimer une base de données qui n'existe pas, ou inversement tente de faire un import de base de données sur une base de données dont il vient de demander la suppression. Donc en gros, on va d'abord supprimer la base de données, puis tenter de l'importer. Ça ne va pas marcher, il l'a supprimé. Le fait de stocker un état, vous allez éviter ce genre d'erreur. Mais en plus, c'est vachement simple dans votre API, après de l'exposer, pour que votre développeur front, ok, je fais du long pooling où j'attends un système de notification qui me dit que l'état de la base de données a changé, et donc je peux mettre un petit loader ou tout ce qu'on veut. Très bien, ça, on a parlé de code, on a parlé d'architecture, on a parlé d'infrastructure, mais on n'a pas parlé de feedback client. Et si on veut écouter tous les feedbacks des clients et améliorer le produit au mieux, il faut écouter absolument partout. Et on n'a pas des millions d'oreilles, c'est pas possible. J'en ai que 2, je peux pas passer mon temps à écouter, j'ai que 24 heures dans une journée et je ne passe pas 24 heures de ma journée au travail, je peux pas écouter absolument tous les feedbacks. Alors comment on fait lorsqu'on a des millions d'utilisateurs? Déjà, on en a quelques dizaines de paires d'oreilles, parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a aussi tout le support. Le support, c'est un super point d'entrée pour avoir des feedbacks. Déjà les bugs, pour les fixer, mais aussi les remontées d'utilisateurs. Vous avez souvent des utilisateurs qui vous demandent ça. Peut-être que c'est une fonctionnalité intéressante. Ce genre de choses,
c'est possible déjà que si vous avez un support. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Si vous avez un support et qu'il n'est pas très grand, en discutant autour d'un café, c'est très bien. Vous allez avoir ce genre de feedback. Mais lorsque vous avez des millions d'utilisateurs, généralement, votre support il commence à être un petit peu plus grand. Plus il est grand, plus ça va être difficile de récolter les feedbacks de tout le monde. Vous ne pouvez pas connaître tout le monde, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Donc il va falloir commencer à établir des process internes pour remonter des feedbacks. Par contre, ça, c'est très bien. Mais allez prendre un café de temps en temps avec les gars qui scoltinent les utilisateurs au téléphone. Déjà, c'est très valorisant pour eux. Et en plus, il y a une information et des feedbacks de qualité qui sont juste oufissimes. Et j'adore passer du temps avec les gars, aller écouter un peu le support et discuter avec eux parce que c'est là où on a les meilleurs feedbacks. C'est eux qui se prennent tous les appels un petit peu difficiles. C'est eux qui vont savoir remonter. Et je ne parle même pas des feedbacks sur les outils qui vous servent à la délégation d'erreurs. Je parle que de la sortie, mais ça marche aussi. Ok, ça permet d'écouter tout ce qui est signaux un peu lourds, tous les feedbacks qu'on arrive à récolter facilement. Puis il y a des signaux plus faibles. Et pour ces signaux faibles, alors vous avez plein de systèmes, ça dépend de votre produit. Chez nous, on garde très souvent un œil sur Twitter. Alors on va avoir énormément de bruit. On a plein de gens qui ont du mal à configurer leur site web parce que le FTP, c'est pas leur cœur de métier, parce que le développement web, c'est pas leur cœur de métier. Bon, ok, qu'il ait un souci ou pas, comment on peut l'aider, on peut essayer de chercher des solutions, mais on n'aura pas forcément la solution à tout. Donc il y aura beaucoup de bruit par rapport à tout ça. Si à un moment il y a un article de presse qui parle de vous, si vous cherchez OVH sur Twitter et qu'il y a un article de presse, bah, vous allez voir Twitter qui va faire et ça ne va pas arrêter. Ok, ça c'est du bruit. Par contre, il y a souvent des feedbacks assez intéressants d'utilisateurs qui vont utiliser Twitter soit pour interpeller votre support, soit même juste pour donner un avis sur quelque chose. Et nous, Twitter, c'est un super outil pour pouvoir avoir des signaux faibles de gens qui vont être techniquement plus qualifiés, qui vont utiliser à bout notre produit, mais qui vont nous donner des idées de fonctionnalités, voire qui vont simplement nous remonter des usages qu'on n'avait pas prévus. Et sur Twitter, on en trouve pas mal. Chez nous, les forums, ça marche énormément. Et puis, tout ce qui est un peu vieux, on est des techniques. Donc, tous les anciens modes de communication des anciens devs, des anciens sysadmins, IRC, les mailing lists, ça marche du feu de Dieu. Mais ça dépend de votre business. Je pense que Facebook n'a pas de mailing list pour qu'on leur remonte des bugs. Ils ont d'autres systèmes. Nous, ça marche super bien. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. Et c'est le moment des questions, si vous en avez.